lorsque Gabriel Wartman, âgé de 51 ans, a été abattu par les forces de l'ordre le 19 avril 2020 après avoir commis une série d'agressions mortelles. Aujourd'hui connu sous le nom des attaques de Nouvelle-Écosse de 2020, le public s'est demandé comment un spécialiste des prothèses dentaires apparemment doux et réservé avait pu devenir le tireur le plus meurtrier du Canada. Cependant, au fur et à mesure que l'affaire se dévoilait, il a été révélé que Wartman n'était pas un inconnu pour les forces de l'ordre et que le visage qu'il montrait en public n'était qu'une façade. Sous la surface, Wartman était un homme paranoïaque, contrôlant et violent, et pourtant, malgré le fait que les forces de l'ordre étaient conscientes du danger qu'il représentait, il était resté libre pour finalement commettre la pire fusillade de l'histoire du pays. Où les forces de l'ordre ont-elles échoué? Et qu'est-ce qui a poussé Gabriel Wartman à devenir le tueur tordu que nous connaissons aujourd'hui? Dans ce documentaire, nous cherchons à éclaircir ces questions, et bien d'autres en explorant l'affaire Gabriel Wartman et les attaques de 2020 en Nouvelle-Écosse, la fusillade la plus meurtrière du Canada. Dans la nuit du samedi 18 avril 2020, Gabriel Wartman, âgé de 51 ans, a participé à une fête par appel vidéo avec sa compagne de longue date, Lisa Banfield, alors qu'ils discutaient de leur projet de mariage. Le couple était assis à l'intérieur de l'entrepôt de Wartman, qu'il avait rénové pour y installer un bar et une cheminée. L'entrepôt était situé à Portapique, une petite communauté d'environ 100 personnes en Nouvelle-Écosse, et se trouvait près de la maison en rondin de Wartman au bord de l'eau. Lisa a décidé de quitter la réunion virtuelle à un moment donné dans la soirée, après avoir été contrariée lorsqu'une amie lui a dit de ne pas épouser Wartman. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle a décidé de faire demi-tour pour s'excuser auprès de son partenaire. Mais elle avait mis Wartman en colère et il ne voulait pas entendre ses excuses, alors elle s'est repartie. Plus tard cette nuit-là, Wartman a agressé Lisa alors qu'elle le suppliait d'épargner sa vie. Dans des rapports ultérieurs, il apparaîtra que Lisa avait été victime de violences domestiques pendant les 2 décennies où elle avait été en couple avec Wartman. Lors de son évaluation psychologique après le déchaînement de Wartman, Lisa a décrit comment il la traitait comme une prostituée. Le jour de Noël 2004, il l'a agressée sexuellement lors d'une dispute. Lors d'une autre occasion, pendant des vacances, il lui a frappé la tête contre un mur et a exigé qu'elle le rembourse pour le coût du voyage. Il l'a isolée de ses amis et de sa famille et menaçait fréquemment de blesser ou de tuer les personnes qu'elle aimait. Revenons au 18 avril après avoir agressé sa partenaire. Wartman l'a ligotée et, la traînant par les cheveux, l'a jetée à l'arrière de sa fausse voiture de la GRC, la laissant seule. Il est ensuite retourné sur leur propriété commune pour l'asperger d'essence, ainsi que son entrepôt et plusieurs de ses autres véhicules. Lisa, entre-temps, a réussi à s'échapper de la voiture et s'est enfuie dans les bois voisins, où elle est restée cachée, craignant pour sa vie. Elle n'a pas pu appeler à l'aide parce que Wartman avait cassé son téléphone portable. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas tout à fait clair, mais on pense que Wartman est revenu chercher Lisa, seulement pour découvrir qu'elle n'était plus là. Il a alors commencé à la chercher en allant de porte en porte, tuant certains de ses voisins et incendiant les maisons d'autres personnes. Lorsqu'elle a témoigné plus tard devant la commission sur les pertes massives en 2022, Lisa est revenue sur les événements de cette nuit-là. Elle a déclaré « J'ai l'impression qu'il me visait, moi et ma famille, et si je n'étais pas sortie de cette voiture, je me demande souvent si toutes ces personnes seraient mortes. » Elle a ajouté « C'est quelque chose qui me hante tout le temps parce que j'ai le sentiment qu'il n'était pas visé, qu'il me cherchait au début. » Lorsqu'on lui a posé des questions sur les armes à feu que possédait son compagnon, Lisa a indiqué qu'elle savait qu'il n'avait pas de permis pour celle-ci, mais elle a ajouté qu'elle n'avait jamais envisagé de le dénoncer. Si on se disputait, il me mettait le pistolet sur la tempe pour m'effrayer et disait qu'il pouvait me faire sauter la tête. Donc j'avais peur. Je n'allais rien dire. Les policiers ont commencé à arriver sur les lieux à 22h26 environ.
30 minutes après les premiers appels au 911. Les habitants du quartier avaient alerté les autorités dès 22h02, environ à propos des bruits de coups de feu et de l'apparition soudaine de plusieurs incendies. La série documentaire canadienne The Fifth Estate a rapporté que le premier appel d'urgence provenait de l'épouse d'un homme que Wortman avait abattu. La femme au téléphone a ensuite été abattue alors qu'elle barricadait la porte d'une chambre pour protéger ses enfants. Pendant que Wortman tentait d'incendier la maison, les 2 enfants ont réussi à s'échapper indemnes. Un troisième enfant, qui ne semblait pas être à la maison à ce moment-là, a suggéré que Wortman avait ciblé leur père parce qu'il possédait plusieurs fusils qui auraient pu servir à mettre fin au plan du tueur en série. À 22h05, quelques minutes seulement après que les habitants ont commencé à appeler les services d'urgence, Wortman est retourné sur sa propre propriété, qui s'était rapidement embrasée après qu'il l'eut aspergée d'essence. Une femme de l'autre côté de la route pensait qu'il était policier et s'est approchée de lui. Alors Wortman l'a abattu. Après l'attaque, les enquêteurs ont conclu que Wortman était parti peu après l'arrivée des forces de l'ordre. Un témoin oculaire a signalé avoir vu un véhicule traverser un champ vers 10h35. Cependant, avec le temps, la GRC a décidé que leur théorie initiale était erronée et que Wortman n'avait pas quitté les lieux avant environ 22h45, soit 19 minutes après l'arrivée des agents. Il aurait conduit sa voiture sur un chemin de terre longeant un champ de bleuets, une sortie qui n'avait pas été bouclée par les autorités, et il s'agissait d'une sortie non répertoriée du quartier. Peu de temps après l'arrivée de la GRC, un homme s'est approché d'eux et a expliqué qu'il avait été blessé par balle par son voisin, un homme qu'il appelait Gabe, et que Gabe conduisait une voiture ressemblant à une voiture de patrouille de la GRC. Par la suite, les policiers ont demandé du renfort, ce qui a conduit l'unité des incidents critiques de la GRC à intervenir sur les lieux. Cette unité avait pour mission de rechercher Wortman et de sécuriser la zone. Des unités cynophiles, des membres de l'équipe d'intervention d'urgence, des négociateurs de crise et des équipes de déminage ont tous été envoyés à Portapique pour aider à la suite de l'attaque. En utilisant les informations fournies par les voisins, la GRC a commencé à effectuer des vérifications de routine sur Gabriel Wortman, découvrant ses véhicules, dont les 3 voitures Ford Taurus qui avaient auparavant servi de voitures de police. 2 de ces véhicules ont été localisés à Portapique, sur les propriétés de Wortman. L'autre a été découvert à Dartmouth, où l'homme de 51 ans possédait également une maison. Cependant, les agents ignoraient en l'existence du 4e véhicule de Wortman, la voiture de la GRC désaffectée dans laquelle il avait jeté sa compagne avant qu'elle ne parvienne à s'échapper. Cette voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation et n'était pas enregistrée. Une chose qui est rapidement apparue lors de l'enquête sur Wortman, c'est qu'il semblait avoir un vif intérêt pour les objets liés aux forces de l'ordre. Il collectionnait des voitures de police réformées, des uniformes de police et d'autres équipements utilisés par les autorités. Bien qu'on ne sache pas exactement où il s'est procuré ces vêtements, la police a confirmé que les objets rassemblés par Wharton étaient authentiques. Il portait l'un de ses uniformes de police lors de l'attaque. Entre mars et septembre 2019, Wortman a acheté 4 voitures de la GRC réformées sur le site d'enchères en ligne du gouvernement. Le plus remarquable de ces véhicules était la Ford Taurus 2014 qu'il a achetée pour 10 990 $ et qu'il a ensuite utilisée lors de sa tuerie. Notamment, au cours de 6 mois en 2019, il a également acheté pour environ 4 800 $ d'articles utilisés pour les remettre en état. Les véhicules, y compris un intercepteur de police, une télécommande, des têtes pour la radio, des sirènes et des gyrophares, un radar de police, un support d'armes avec verrou à l'intérieur du véhicule et des barres blindées pour la vitre arrière, ainsi qu'une cloison pour prisonniers. PayPal a noté que ces articles pouvaient être utilisés pour faciliter des activités terroristes domestiques et a même signalé l'achat à une agence fédérale de renseignement, car certains articles achetés étaient réservés à l'usage de la police uniquement. Cependant, il n'est pas clair quand l'agence a été informée de ces achats, ou si la GRC en a été informée avant les fusillades. Comme mentionné, Wortman n'avait pas de permis de port d'armes, mais possédait de nombreuses armes. Une note d'information préparée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, quelques jours seulement après la fin de la tuerie. Il a été noté que Wortman possédait des chargeurs de munitions à capacité supérieure, ce qui lui aurait permis de tirer plus de coups sans recharger que ce qui est légal au Canada.
Il a été révélé que 3 armes du crime venaient clandestinement des États-Unis et une autre avait été obtenue illégalement au Canada. Sa 5e et dernière arme a été volée à une agente de la GRC après que Wartman l'a abattue. Un témoin a qualifié la maison de Wartman de sanctuaire dédié à la GRC, bien qu'il ait été révélé plus tard qu'il prétendait ne pas aimer les forces de l'ordre. Rien qu'à Portapique, les agents ont trouvé 13 corps. Voici l'identité de ces 13 victimes. Jamie et Greg Blair, Peter et Joy Bond, Corey Ellison, Lisa McCulley, Jolene Oliver, Aaron Tuck et Emily Tuck, âgés de 17 ans Don Madsen et Frank Gulichin, ainsi qu'Elizabeth Joanne Thomas et John Zal. Peu avant minuit, le 18 avril, la GRC de Nouvelle-Écosse a publié un tweet demandant aux gens d'éviter la région de Portapique et conseillant aux résidents de verrouiller leurs portes. Après cette déclaration, la police n'a diffusé aucune alerte publique ni information supplémentaire. Pendant ce temps, Wartman, qui avait échappé à la GRC à Portapique en empruntant un chemin de terre plus tôt dans la soirée, a passé plusieurs heures garé derrière un atelier de soudure dans la région de Debord. Il aurait abandonné des preuves dans un fossé à ce moment-là, notamment du matériel de police et des objets liés aux armes à feu. À 5h43 du matin, Wartman s'est remis en mouvement, conduisant au nord de la route 4 jusqu'à ce qu'il atteigne une propriété sur Hunter Road à Wentworth. L'homme de 51 ans connaissait apparemment les résidents et est arrivé chez eux vers 6h30. Peu de temps après son arrivée, il a tué les 2 occupants, Alana Jenkins et Sean McLeod, ainsi que leurs 2 chiens. Il est resté un moment dans la propriété, mais ses activités durant ces 3 heures restent inconnues. Vers 8h du matin, après avoir parlé avec Lisa Banfield, la GRC a lancé une alerte à tous les agents de la Nouvelle-Écosse, précisant que Wartman disposait d'un véhicule de police et d'un uniforme. L'alerte indiquait aussi que l'homme de 51 ans, recherché pour homicide et connaissant bien les armes à feu, pouvait être partout dans la province. Ils ont ensuite annoncé publiquement qu'ils faisaient face à un tireur actif à Portapique, identifiant publiquement Wartman comme suspect et incluant sa photographie. Pendant ce temps, Wartman a quitté la propriété de Hunter Road vers 9h. Il a ensuite incendié la résidence et tué un voisin, Tom Begley, qui était venu essayer d'aider à éteindre l'incendie. L'homme de 51 ans a ensuite repris la route vers le sud, sur la autoroute 4 en direction de Portapique. Et à 9h35, il a tiré et tué une autre victime, Lillian Islop, qui se promenait sur le bord de la route, dans la vallée de Wentworth. À 9h45, Wartman s'est rendu dans une maison à Glenholm, dont il connaissait également les occupants. Cependant, ces derniers l'ont reconnu et ont refusé d'ouvrir la porte. L'un des résidents s'est armé d'un fusil de chasse calibre 12, dans l'espoir que cela dissuaderait Wartman de tenter de s'introduire. Heureusement, cela a fonctionné et il a quitté la propriété. Avant 10h, Wartman a effectué 2 contrôles routiers sur des voitures au hasard, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Arrivé à Durber, il a utilisé son véhicule et son uniforme de police à son avantage, car les occupants des voitures qu'il a arrêtées n'ont rien soupçonné de la situation routinière jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lors de ces contrôles routiers, Wartman a tué 2 personnes, Kristen Beaton et Heather O'Brien. À 10h08, il a commencé à traverser Durber et Onslow. Ce n'est qu'environ 9 minutes plus tard que la GRC a annoncé publiquement sur les réseaux sociaux que le tireur qu'il recherchait pouvait se faire passer pour un policier, précisant qu'il portait l'uniforme de la GRC et conduisait une voiture de patrouille factice. Wartman a ensuite été aperçu traversant Truro vers 10h20 lorsqu'il a été filmé par une caméra de surveillance. Il s'est ensuite dirigé vers la Première Nation de Millbrook, où il s'est arrêté sur un parking pour changer sa veste contre un gilet haute visibilité. Juste avant 10h49, l'homme de 51 ans s'est arrêté à côté de l'agent de la GRC Chad Morrison, qui était assis dans sa voiture de patrouille. À l'intersection de la route 2 et de la route 224 à Shibencadie, à environ 30 miles de Durber. Wartman a tiré dans la voiture, blessant Chad qui s'est enfui sur la route 2 et a cherché refuge dans une station de paramédics vide. Il a finalement été retrouvé ici et emmené à l'hôpital. Pendant ce temps, Wartman a roulé vers le sud jusqu'à l'intersection avec la route 224 et est entré en collision frontale avec l'agent Heidi Stevenson que Chad Morrison attendait de rencontrer lorsqu'il a été attaqué. Bien que Heidi ait tenté d'appréhender Wartman, il a riposté et l'a tué. Il a ensuite volé son arme de service et ses munitions avant de mettre le feu à sa voiture et à la voiture de l'agent Stevenson.
Lorsqu'un passant, Joey Weber, s'est arrêté pour aider Heidi, Wortmann l'a abattu et a volé son SUV. Juste après 11 heures, la GRC a tweeté que Wortmann avait changé de véhicule. Peu de temps après, l'homme de 51 ans s'est rendu chez Gina Gould, une femme qu'il connaissait, et est entré chez elle. Wortmann a ensuite tué Gina et tiré sur l'un de ses 2 chiens, bien que l'animal ait survécu. Il a ensuite changé de vêtements et abandonné le SUV qu'il avait volé, choisissant de prendre la voiture de Gina à la place. Vers 11h24, il a été vu en train de conduire vers le sud sur l'autoroute 102, à travers Milford. Quelques minutes plus tard, Wortmann s'est arrêté pour faire le plein à l'air de service Irving Big Stop à Enfield, à 92 km au sud de Portapique. Toujours à l'intérieur de son véhicule, il a été repéré par 2 agents de la GRC qui venaient d'arriver sur les lieux. Un des agents a dégainé son arme en sortant de sa voiture de patrouille et a visé Wortmann, assis sur le siège conducteur de la Mazda. Alors que Wortmann a levé son arme vers sa tête et a tiré, les agents de la GRC ont ouvert le feu sur lui. La mort de Wortmann a été confirmée à 11h40. Gabriel Wortmann est né le 5 juillet 1968 au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il a été élevé comme enfant unique par ses parents, Paul et Evelyn, dans la ville de Moncton. Il avait un frère biologique nommé Jeff Samuelson, que ses parents ont fait adopter après sa naissance en 1970. Jeff a rencontré sa famille biologique pour la première fois en 2010. Le père de Wortmann travaillait comme représentant de commerce itinérant et passait souvent de longues périodes loin de la maison. À l'âge adulte, Wortmann travaillait comme spécialiste en prothèses dentaires et possédait et dirigeait 2 cliniques, l'une à Halifax et l'autre à Dartmouth. L'homme de 51 ans possédait également plusieurs propriétés réparties à travers la Nouvelle-Écosse, notamment dans des régions comme Halifax, Dartmouth et Portapique. Sa succession, qui comprenait 6 propriétés et 3 sociétés, était évaluée à 2,1 millions de dollars canadiens. Wortmann avait hérité d'une grande partie de sa fortune de son ami et associé Tom Evans, un avocat discrédité ayant démissionné avant d'être radié du barreau après plusieurs condamnations pénales et pour infraction à la réglementation sur l'alcool à la fin des années 80 et au début des années 90. Avant sa mort en 2009, Evans avait nommé Wortmann exécuteur testamentaire de sa succession, lui léguant tous ses biens. Les deux semblaient avoir un lien particulièrement fort, malgré leurs 19 ans d'écart, Wortmann déclarant en 2010 qu'ils étaient amis depuis l'enfance. Les biens qu'Evans a laissés à son ami comprennent un fusil semi-automatique Ruger Mini 14 que Wortmann utilisera plus tard lors de sa tuerie. Des connaissances proches des 2 hommes ont déclaré que le duo avait gagné de l'argent en se rendant aux États-Unis et en faisant passer en contrebande des cigarettes, de l'alcool et d'autres articles illégaux à travers la frontière à l'aide de bateaux appartenant à Evans. L'oncle de Wortmann, Glynn, se rappelle sa première rencontre avec Evans. Il a immédiatement pressenti que cet homme plus âgé était une mauvaise influence et l'a signalé aux parents de Wortmann. Evans était un avocat bien connu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dans les années 1980, décrit comme une menace et extrêmement divertissant. Bien qu'il s'occupait de testaments et de divorces, il pratiquait aussi le droit pénal, même si sa carrière n'a jamais vraiment décollé à cause de ses propres problèmes judiciaires. En 1987, il a été suspendu par le barreau pendant 1 an après avoir été reconnu coupable d'avoir fourni de l'alcool à un mineur. La même année, il a été reconnu coupable d'une infraction pour usage illégal d'une arme à feu sans précaution raisonnable. Il a ensuite écopé d'une peine d'1 an avec sursis, d'une année de probation et d'une interdiction de posséder des armes à feu. En 1990, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un garçon mineur et de lui avoir donné de l'alcool. Il a fait appel de cette condamnation, mais l'appel a été rejeté. Evans a quitté son poste d'avocat 4 jours avant le verdict de culpabilité et, bien qu'il ait évité la radiation, il n'a jamais repris cette profession. Malgré le passé criminel d'Evans, aucun proche de Wortmann n'a pensé que le couple avait une relation abusive. En réalité, Evans était décrit comme un père pour Wortmann. Un ami proche d'Evans a déclaré « Evans a façonné Wortmann pour qu'il devienne le professionnel qu'il allait devenir, je pense, mais il l'a aussi influencé d'autres manières. » Certains pensent que Wortmann s'est attaché à Evans et l'a considéré comme une figure paternelle en raison de son enfance difficile et mouvementée. L'oncle de Wortmann, Glynn, a qualifié le père de Wortmann, son frère Paul, d'abuseur lors d'entretiens avec les médias. Il a déclaré « Il ne l'a jamais traité comme un petit garçon, il l'a traité comme un animal ».
Il se souvient de l'époque où il avait séjourné quelques mois chez Paul, Evelyn et Wortmann à Hamilton, où il s'est rapidement rendu compte que Paul avait hérité du tempérament violent de leur propre père. Une fois, il a entendu des cris provenant de la chambre du couple marié. Glynn a confié à Saltwire: « J'ai couru dans le couloir, ouvert la porte et vu Paul à califourchon sur la poitrine d'Evelyn en train de l'étrangler. Quand Paul a vu qu'ils étaient en observé, il a relâché sa femme. Wortmann, qui n'avait pas encore 1 an, assistait à la scène. Ensuite, Glynn a proposé d'emmener le tout petit chez sa grand-mère, la mère de Paul et Glynn, pour un certain temps. Les parents de Wortmann ont accepté. Glynn se souvient: « Je voulais l'éloigner d'eux parce que je l'aimais. » Des proches ont constaté que la relation entre Paul et Evelyn ne s'est jamais améliorée. Elle a toujours subi sa cruauté et sa violence. En grandissant, Wortmann est lui aussi devenu une cible pour son père. On le décrivait comme manipulateur, possessif et violent. Plus tard, Wortmann sera décrit exactement de la même manière après sa tuerie de 2020. Un témoin proche de la famille, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que Paul a lentement sapé son fils, le façonnant en le monstre qu'il est devenu à l'âge mûr. Le tempérament de Paul était tel que même la plus petite infraction ou la moindre maladresse d'enfant le mettait dans une fureur violente. Il a un jour affirmé avoir obligé son fils de 9 ans à tuer son chien parce qu'il n'avait pas ramassé ses excréments. 4 ans plus tôt, alors que Wortmann n'avait que 5 ans, son père en eut assez de le voir encore attaché à sa couverture de bébé, alors il l'a brûlé devant lui. Mais Paul n'est pas devenu un agresseur violent du jour au lendemain. Il avait 4 frères et sœurs qui avaient tous peur de lui-même pendant leur enfance. Glynn se souvenait: « Quand j'étais enfant, il me tabassait presque tous les jours et j'ai encore peur de lui. » Le père de Paul et Glynn, Stanley, était aussi l'auteur de mauvais traitements. Glynn a décrit leur père comme un porc horrible et a dit que son grand frère était exactement comme lui. Il a noté que Stanley m'a traité comme de la merde toute ma vie. Il n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Leur grand-père, George, était également connu pour être violent. Un professeur de psychologie à l'université Dalhousie, Simon Chéry, a noté que l'éducation d'un enfant a une forte influence sur le fait qu'un enfant prédisposé à la psychopathie commence ou non à développer des traits psychopathiques et dans quelle mesure. Un autre frère de Paul et Glynn, Neil, pensait que Paul, un petit criminel toute sa vie, avait transmis une leçon de vie à Wortmann. Ce n'est pas vraiment grave de commettre un crime. La faute, c'est de se faire attraper. Paul commettait encore de petits délits aussi récemment qu'en 2020, lorsqu'il a été accusé de vol après avoir dérobé des lames de rasoir chez Costco. Neil se rappelait que Paul cachait Evelyn dans le coffre lors des sorties au cinéma en plein air pour éviter de payer un billet de plus. Neil estime que Wortmann a observé ce comportement et l'a reproduit, précisant que ni Wortmann ni son père ne cherchaient à économiser ou à vivre sobrement, mais à tromper le système et à prouver leur supériorité. Il pense que cela est particulièrement vrai dans le cas de Wortmann, étant donné qu'en 2009, la mort de Tom Evans a fait de lui un millionnaire. Dans le même ordre d'idées, l'annuaire de Wortmann indiquait qu'il aspirait à rejoindre la GRC. Cependant, sa compagne Lisa a déclaré aux enquêteurs qu'il méprisait les forces de l'ordre et pensait leur être supérieur. Il a également été dit que Wortmann s'est retrouvé dans une spirale descendante qui a duré 10 ans lorsqu'il a découvert en 2009 qu'il avait un frère biologique qui avait été donné à l'adoption et avait eu la chance de vivre une vie normale avec des parents aimants. Le témoin anonyme que nous avons mentionné plus tôt a déclaré à Saltwire: « Imaginez avoir 40 ans et découvrir cela et ce qu'il a dû ressentir après une vie pleine de tromperies et l'enfer qu'il a traversé. » Il a été anéanti d'apprendre que son frère avait eu une chance d'y échapper, contrairement à ce qu'il avait subi. Même si le frère de Wortmann a essayé de créer une bonne relation avec lui et leurs parents, la situation s'est vite détériorée après leur rencontre. Un témoin a rapporté qu'après son départ en 2013, Jeff n'a plus jamais parlé à son frère. Il savait simplement qu'il était moralement en faillite. C'est arrivé après que Jeff a découvert la vaste collection d'armes automatiques et une grenade de Wortmann. Il a ensuite mis fin à la relation qu'il avait commencée avec ses parents biologiques. Wortmann, de son côté, a eu une relation difficile avec ses parents à l'âge adulte. Lors de vacances familiales à Cuba, Lisa s'est souvenue que son partenaire frappait la tête de Paul contre la piscine et qu'il y avait du sang partout après que les deux se soient disputés, Paul ayant nié avoir maltraité Wortmann lorsqu'il était enfant. Elle a ajouté que Wortmann n'avait plus de lien avec ses parents et avait coupé contact avec sa famille après un différend sur une maison.
Lisa a également déclaré que Wortman lui avait dit qu'il ne pensait pas que sa mère l'avait protégé des abus de son père et qu'à cause de cela, elle pensait qu'il n'avait aucun respect pour les femmes, aucun respect pour son père. Après l'incident à Cuba, Paul aurait dit à Lisa « J'ai été un salaud avec ma femme, j'ai été un salaud avec mon fils et Gabrielle va te faire la même chose. » Il l'a encouragée à quitter son fils, bien qu'elle n'ait jamais pu le faire. Un autre frère de Paul, Chris, est un policier à la retraite et il a 7 ans de plus que son neveu. Il se rappelle qu'ils ont grandi ensemble au Nouveau-Brunswick, mais a toujours senti quelque chose d'étrange chez lui. Il a toujours été un petit gars un peu étrange, on ne lui connaissait jamais d'amis. Il a eu une enfance difficile. Ses parents, ils sont très bizarres, très étranges, et par conséquent, Gabrielle l'était aussi. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Chris a ajouté qu'il n'a pas été surpris d'apprendre que Wortman était responsable de la pire fusillade de l'histoire du Canada, déclarant « Je savais qu'il pouvait tuer ou causer de graves dommages. J'ai toujours pensé, peut-être qu'il tuerait ses parents ou peut-être Lisa Banfield. Je ne pensais tout simplement pas qu'il ferait un carnage. » Après les attaques, la police a indiqué que les motivations de Wortman pourraient en rester inconnues. Certaines victimes le connaissaient, d'autres non. La commissaire de la GRC, Brenda Lekey, a souligné que si les premières victimes étaient étroitement liées à l'homme de 51 ans, il a progressivement commencé à attaquer de plus en plus au hasard. Ils ont affirmé que les attaques pouvaient être préméditées, mais précisé ne disposer d'aucune preuve à l'appui. Le surintendant de la GRC, Darren Campbell, a déclaré à la CBC qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait prémédité cela. Aucune information directe n'a été communiquée par qui que ce soit. Et ont déclaré qu'ils pensaient qu'il avait ce plan précis, qu'il allait l'exécuter de la manière dont il l'a fait, à la date et à l'heure où il l'a faite. Cependant, il avait été suggéré que la dispute que Wortman a eue avec Lisa dans la soirée du 18 avril et l'agression qui a suivi auraient pu être des éléments déclencheurs qui l'ont poussé à commencer son attaque en Nouvelle-Écosse. De plus, dans la matinée du 19 avril 2020 vers 6 h, la compagne de Wortman, Lisa est sortie de sa cachette et s'est rendue auprès des enquêteurs où elle a révélé d'autres informations qui auraient pu alimenter la décision de Wortman de commencer à tuer. Lisa a déclaré aux enquêteurs que son compagnon possédait des armes à feu, des véhicules de police et des uniformes officiels. Elle a aussi précisé que, quelques semaines avant l'attaque, Wortman était devenu plus paranoïaque, imprévisible et préoccupé par la pandémie de Covid-19. Il aurait apparemment commencé à parler de la mort et aurait déclaré qu'il se préparait à la fin du monde. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'un mois avant la tuerie, Wortman avait fermé ses cliniques à cause de la pandémie. Dans un courriel adressé à un associé dont le nom n'a pas été révélé, il a parlé de l'ampleur du coronavirus et de la façon dont c'était quelque chose que les gens n'avaient jamais vu ou affronté auparavant. Il a ajouté que les gens auraient des besoins d'armes à feu lorsque leur argent serait épuisé, ajoutant « Dieu merci, nous sommes bien armés ». Un jour plus tard, il a liquidé environ 400 000 $ d'actifs financiers. 5 jours supplémentaires se sont écoulés avant qu'il ne vende pour 75 000 $ d'autres investissements. Ce même jour, il a demandé à son directeur de banque 475 000 $ en espèces. Le 30 mars, il a récupéré cet argent en billets de 100 $. Il a ensuite placé l'argent dans un sac ignifugé avant de l'enterrer dans le jardin de l'une de ses propriétés à Portapique. Dans les semaines précédant la tuerie, il a également commencé à stocker de l'essence. On sait que Wortman a acheté entre 500 et 600 $ de cette substance. Les voisins à cette époque ont remarqué qu'il avait des problèmes d'alcoolisme et ont rapporté l'avoir entendu se vanter d'avoir de la chaux et de l'acide muriatique pour se débarrasser des corps. Lisa a également déclaré qu'en plus de sa peur générale et de sa paranoïa concernant la pandémie de coronavirus, Wortman était aussi inquiet que le Premier ministre Justin Trudeau commence à contrôler son argent. Elle pense que c'est pourquoi il a retiré de l'argent liquide. Des experts qui se sont entretenus avec Global News ont indiqué que certaines des habitudes et comportements de Wortman, y compris son passé violent, sa paranoïa et son vif intérêt pour la collection d'armes à feu, sont des caractéristiques souvent associées aux personnes qui commettent des tueries de masse. Un ancien profileur du FBI a souligné que l'obsession pour les forces de l'ordre, illustrée par sa collection, est fréquente chez les auteurs de tueries de masse. Ils prétendent entretenir une relation étroite, voire secrète, avec l'armée ou les forces de l'ordre, sans jamais y avoir réellement servi.
En mai 2020, une autopsie psychologique de Wortmann a été lancée par l'unité d'analyse comportementale de la GRC. Cela a impliqué que les enquêteurs s'entretiennent longuement avec les amis, la famille et les collègues de l'homme de 51 ans. L'autopsie a conclu que Wortmann était un collecteur d'injustice, un terme de criminologie désignant les personnes qui accumulent pendant des décennies les offenses perçues et les petites rancunes. Il est possible que Wortmann ait cru que les torts qu'il avait subis ne seraient réparés que s'il faisait subir aux autres des tragédies et des souffrances similaires. À la suite de cet événement horrible, la GRC a été fortement critiquée pour sa réaction face à un tireur actif. La Commission conjointe fédérale-provinciale sur les pertes massives en Nouvelle-Écosse d'avril 2020, ou la Commission sur les pertes massives, a été créée en octobre 2020 en tant qu'enquête publique sur la fusillade. La Commission a publié son rapport final le 30 mars 2023 et a été extrêmement critique envers les forces de l'ordre. Elle a reproché à la police de ne pas avoir averti le public de la présence d'un tireur actif, de sa mauvaise préparation à ce type d'incident et de son manque de responsabilité. Plus de la moitié des 130 recommandations du rapport visaient la GRC. Parmi les recommandations figuraient un meilleur financement du soutien aux victimes, la création d'une organisation dédiée, des restrictions plus strictes sur la possession d'armes à feu et une refonte du système d'alerte. L'une des principales critiques envers la GRC était qu'elle n'avait pas utilisé Alert Ready, le système canadien d'alerte d'urgence à la population, pour informer le public de la présence d'un tireur actif et du danger qu'il représentait. À la place, la police a utilisé les réseaux sociaux pour fournir des mises à jour. Les responsables policiers ont affirmé qu'ils mettaient fréquemment à jour leurs feeds Twitter et Facebook. Mais il a été noté que les zones touchées par l'attaque de Wortmann disposaient de services Internet et de données mobiles médiocres, et étaient en grande partie peuplées de personnes âgées qui n'utilisent peut-être pas les réseaux sociaux. Il a également été noté qu'au moment de l'événement, la GRC n'a pas pu rechercher Wortmann par hélicoptère, car le seul appareil dont elle disposait était indisponible en raison de la maintenance. Ils ont également attendu des heures avant d'annoncer qu'ils faisaient face à une situation de tireur actif. Jusqu'à 8h du matin, le 19 avril, les forces de l'ordre avaient tweeté qu'elles répondaient à une plainte concernant des armes à feu. Ce n'est également qu'après 10h du matin qu'il a été révélé que le tireur était peut-être déguisé en agent de la GRC. De plus, pendant des heures, premiers intervenants et policiers ignoraient si Wortmann avait été arrêté, comme l'ont montré les enregistrements publics. Certains autres policiers pensaient que Wortmann, âgé de 51 ans, était déjà mort, s'étant donné la mort à l'intérieur de l'une de ses propriétés en feu. Il y a également eu un incident au centre de secours d'Onslow-Belmont, qui avait été aménagé comme refuge pour les victimes de l'attaque. À Portapique, cela impliquait 2 agents de la GRC qui ont pris un agent de gestion des urgences pour Wortmann et ont ouvert le feu sans avertissement. Les 2 agents ont manqué leur cible et ont continué à chercher le tireur sans vérifier l'état des occupants du centre. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur du centre ont décrit le moment où des balles ont commencé à fuser de nulle part, le pompier volontaire Daryl Curry se souvenant que c'était probablement le pire moment de sa vie. Je crois que beaucoup ignorent la gravité de la situation ou à quel point une vie a été en danger ce jour-là. Cette situation a entraîné la traumatisation ou la retraumatisation de dizaines de résidents du centre. La GRC a ensuite promis d'enquêter sur l'incident. Il convient également de noter que, bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire, Wortmann n'était pas un inconnu pour la police. En 2002, il a plaidé coupable d'agression et a été condamné à 9 mois de probation. Il lui a également été interdit de posséder des armes à feu et il a été obligé de suivre une thérapie de gestion de la colère. De plus, la GRC a été informée du comportement violent de Wortmann à 4 autres reprises, ce qui a amené certains à se demander pourquoi les autorités n'ont pas correctement géré le cas de cet homme de 51 ans dans les années précédant l'attaque meurtrière en Nouvelle-Écosse. En juin 2010, Wortmann a attiré l'attention des enquêteurs lorsqu'il a menacé ses parents. Cependant, la police régionale d'Halifax n'a pas pu prendre de mesures contre lui en raison d'un manque de preuves. En mai 2011, la police de Truro a reçu un tuyau d'une source anonyme concernant sa vaste collection d'armes à feu et son désir de tuer un policier. La source a aussi évoqué les problèmes de santé mentale de Wortmann et précisé qu'il gardait toujours un pistolet à portée. Ce tuyau a été transmis à la police de la Nouvelle-Écosse, car cela relevait de leur juridiction.
Cependant, aucune mesure n'a été prise à l'époque et un porte-parole a déclaré qu'il ne savait pas ce qui avait été fait ou non à ce moment-là. Tous les dossiers concernant ce tuyau ont depuis été supprimés du système de la GRC, conformément à leur politique de conservation. En 2013, Brenda Forbes, qui était voisine de Wortman à l'époque à Porter Peak, l'a signalé à la GRC après avoir vu Wortman agresser Lisa. Brenda a dit qu'il l'avait plaquée au sol, qu'il l'étranglait, qu'il la frappait. Bien qu'elle ait essayé d'encourager Lisa à demander de l'aide, elle se souvenait que Lisa avait peur des représailles qu'elle pourrait subir en allant à la police car Wortman avait menacé sa famille. L'oncle de Wortman, Glynn, était également présent au moment de l'agression, mais il avait refusé de s'en mêler et avait décliné de signaler l'attaque à la GRC. Brenda savait également que Wortman possédait une cache illégale d'armes et elle en avait informé la police. Cependant, la GRC a refusé d'agir contre le futur tireur parce que Lisa ne voulait pas parler à la police. Brenda a finalement quitté la région et a déménagé en Alberta pour éviter Wortman et son comportement agressif et menaçant. La CBC a publié des informations sur les antécédents médicaux de Wortman après l'agression. Les dossiers médicaux ont montré que l'homme de 51 ans avait été orienté vers un psychiatre 20 ans plus tôt, en l'an 2000. Il a consulté le psychiatre à 4 reprises et le terme inscrit sous son dossier pour ces visites était personnalité narcissique. Aucune information supplémentaire sur ces visites n'est connue. Wortman a également consulté une Dre Cynthia Forbes pour de l'hypertension en 2009. Il a été noté qu'il avait des antécédents d'alcoolisme. À l'époque, Forbes a suggéré à Wortman de consulter quelqu'un pour l'aider à gérer son stress, mais il a déclaré qu'il n'était pas intéressé. Wortman n'a pas revu Forbes avant 2018. Entre cette date et 2020, il l'a consulté 7 fois pour le traitement d'une hypertension bénigne. L'attaque de 2020 en Nouvelle-Écosse est désormais la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Au total, 22 personnes sont mortes aux mains de Gabriel Wortman, tandis que 3 victimes ont réussi à lui échapper, blessées mais vivantes. Le 4 décembre 2020, Lisa Banfield, la compagne de Wortman, a été accusée d'avoir illégalement fourni des munitions à l'homme de 51 ans qu'il a ensuite utilisé lors des attaques. Des accusations similaires ont été portées contre 2 hommes, James Banfield, 64 ans, le frère de Lisa, et Brian Brewster, 60 ans, son beau-frère. La GRC a allégué que les 3 personnes avaient fourni des munitions à Wortman entre le 17 mars et le 18 avril, mais a précisé que tous 3 coopéraient avec les enquêteurs. Et ils ne croyaient pas qu'aucun des 3 n'avait eu connaissance à l'avance des actions que Wortman allait entreprendre les 18 et 19 avril. Les accusations contre les 3 femmes ont été retirées en 2022. Pendant ce temps, le gouvernement canadien a introduit de nouvelles restrictions sur les armes à feu à la suite de l'attaque de Wortman, interdisant l'utilisation et la vente de plus de 1500 fusils d'assaut de qualité militaire, y compris 2 des armes utilisées lors de l'attaque d'avril 2020. Cependant, la vente et la possession d'uniformes, d'équipements et de véhicules de police n'ont pas été interdites, malgré les recommandations des experts en ce sens. En janvier 2022, la clinique Atlantic Denture, l'entreprise de Wortman basée à Dartmouth, a finalement été démolie. Les habitants réclamaient la démolition du bâtiment depuis 2020, mais leur première manifestation n'a abouti qu'au retrait de l'enseigne du bâtiment. Au moment de la tuerie, Wortman vivait dans l'appartement au-dessus de la clinique. Bien que la trace physique de l'homme derrière la pire fusillade du Canada ait été effacée, les cicatrices émotionnelles de ces 13 heures d'horreur en avril 2020 demeurent. De nombreuses familles de victimes cherchent toujours justice via des poursuites civiles contre les forces de l'ordre. Et même Lisa Banfield, qui, en raison de la décision de la GRC de l'accuser d'avoir acheté des munitions pour Wortman, est en grande partie tenue responsable des événements de cette nuit-là. Banfield, tout comme les familles des personnes tuées par Wortman, a eu du mal à s'adapter à la vie depuis l'attaque. Lorsqu'elle est sortie des bois le matin du 19 avril 2020, on a constaté qu'elle souffrait d'une fracture de la colonne vertébrale et des côtes, ainsi que d'échymoses et d'égratignures. Elle a ensuite passé 5 jours à l'hôpital et a depuis reçu un diagnostic de troubles de stress post-traumatique sévère. Les violences de Wortman ont été décrites comme un schéma de contrôle coercitif destiné à l'humilier, la dominer et l'effrayer afin de la contraindre à obéir. Son rapport psychologique indique aussi que Lisa a réagi aux violences par une soumission extrême, cherchant à plaire au point de se déconnecter de la réalité.
Elle croyait que si elle aimait et soutenait Wartman suffisamment, il cesserait de la maltraiter et finirait par changer. Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, Wartman est devenu de plus en plus contrôlant, paranoïaque, manipulateur et irascible, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer, déchaînant sa colère violente sur 25 personnes ordinaires et sans méfiance.